Cet homme d'affaires ivoirien vient de racheter une filiale de Castel au Togo. Alors voici le portrait complet de Jean-Michel Aka, l'un des plus grands entrepreneurs ivoiriens. Alors Jean-Marie Aka, c'est un homme d'affaires ivoirien très emblématique en Côte d'Ivoire, à la tête d'un véritable empire agroalimentaire. Il est un diplômé en gestion. Il débute sa carrière modestement dans les années 1980 au sein de Cipra, la société ivoirienne de production animale, qui est alors à l'époque filiale d'un groupe français. Alors grâce à son travail acharné, il gravit les échelons. Alors il faut savoir que c'est un homme à tout faire, du commercial au management, et il finit par gagner comme ça la confiance des actionnaires. Et c'est donc comme ça qu'au fil du temps, Monsieur Aka prend les rênes de la Cipra qu'il transforme en champion national d'aviculture en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, Cipra est le leader de la filiale avicole ivoirienne avec plus de 1000 employés et il commercialise des produits phares sous des marques Coq Ivoire. Alors fort de ce succès, Jean-Michel Aka fonde donc le groupe Avos, la maison mère de ces différentes entreprises agro-industrielles. Il diversifie ses activités tout en restant dans le secteur complémentaire. En 2007, il crée Moulin de Côte d'Ivoire, LMCI, sa propre minoterie qui devient en quelques années seulement la plus importante du pays. Alors l'intégration verticale est payante parce qu'aujourd'hui l'entrepreneur contrôle ainsi toute la chaîne de l'alimentation animale à la farine de blé en passant par l'élevage de volailles. Par exemple, Cipra est aujourd'hui organisé en 3 unités spécialisées. On parle d'ivoire poussant qui sont des poussants d'un jour, ivoire grain qui sont les aliments pour du bétail et Coq Ivoire qui sont la production tout simplement de poulet, de chair et d'œufs. C'est-à-dire couvre tout simplement l'ensemble du cycle de production. Alors les synergies sont évidentes. Les sous-produits du blé peuvent nourrir la volaille en optimisant ainsi les ressources du groupe. C'est un visionnaire audacieux. Il ne s'arrête pas là. Il mise sur l'innovation et l'extension régionale. En 2014, il lance par exemple une chaîne africaine pour la restauration rapide baptisée Tweet visant à valoriser globalement sa production de volaille. Parallèlement, l'entrepreneur Monsieur Aka attire des partenaires internationaux pour financer sa croissance. La SFI a investi 22 millions d'euros pour soutenir l'expansion du groupe Cipra, contribuant donc à la création d'emplois et à la modernisation de l'outil industriel. Donc, après avoir donc conquis la Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka part à la conquête de la sous-région. Son groupe Avos s'implante progressivement au Burkina Faso, au Mali et au Ghana via des filiales et des accords locaux. Alors ces expansions donc posent les bases d'un réseau régional intégré prêt à tirer parti des marchés d'Afrique de l'Ouest en plein essor. C'est donc dans cette dynamique qu'intervient son dernier coup d'état, le rachat de la Société Générale des Moulins du Togo, SGMT. La filiale togolaise, le géant français Castel, via sa division Somdia, en s'emparant de ce moulin historique de Lomé, Jean-Marie Aka confirme son statut de capitaine de l'industrie africaine et élargit comme ça encore l'envergure du groupe Avos qui étend sa toile désormais au Togo. Un rachat stratégique pour le Togo et l'Afrique. Pourquoi? L'emploi et la souveraineté alimentaire et la compétitivité sont des enjeux majeurs. Le rachat de la SGMT par l'entrepreneur ivoirien n'est pas une simple transaction commerciale, c'est un événement stratégique pour le Togo et plus largement pour l'Afrique de l'Ouest d'un point de vue économique. Pourquoi? Parce que cette acquisition devrait comme ça préserver et créer des emplois locaux. La SGMT, en passant sous le contrôle d'un investisseur africain engagé, a donc comme ça plus de chances de maintenir ses activités et même de les développer plutôt que de risquer une fermeture ou une gestion lointaine depuis l'étranger. Le moulin de Lomé va bénéficier comme ça de l'attention d'un patron qui comprend les réalités locales. On peut donc s'attendre à des investissements pour moderniser l'usine, à croire que la production est formée de la main-d'œuvre togolaise tout en consolidant ainsi des centaines d'emplois directs et indirects dans la filière blé-farine. Au-delà de l'emploi, l'impact se mesure en termes de souveraineté alimentaire également. L'Afrique a pris conscience, notamment après la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, de sa forte dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Dans 33 des 55 pays africains, plus de 90% du blé consommé était alors importé de l'Ukraine, ce qui expose donc comme ça tout simplement le continent aux aléas des marchés internationaux. Le Togo ne fait pas
pas, donc exception à cela, le blé n'y était pas produit localement, la quantité significative et la population dépendait du blé importé ou moulu sur place à partir du blé importé. En reprenant la SGMT, un acteur africain comme l'entrepreneur ivoirien assure que la transformation du blé en farine reste entre les mains régionales, potentiellement plus sensibles aux enjeux de la sécurité alimentaire nationale. Alors cela ne signifie pas une autosuffisance immédiate en blé, mais c'est un pas important vers plus de contrôle local. Le Togo pourra continuer donc à moudre du blé sur son sol, garantir son approvisionnement en farine et éviter de dépendre uniquement des importations de farine déjà moulue. Alors cette maîtrise de la transformation locale renforce la résilience du pays face aux chocs externes et ouvre comme ça la voie à des initiatives comme l'incorporation des céréales locales, le maïs, le manioc dans la farine pour réduire progressivement la dépendance donc au blé. Et sur le plan de la compétitivité du secteur agroalimentaire, l'entrée du groupe Avos au Togo pourrait stimuler l'ensemble du marché. Un investisseur panafricain ambitieux va chercher à optimiser sa filière, négocier de meilleurs prix d'achat du blé sur les marchés internationaux grâce au volume plus important en groupant des achats avec autres filiales régionales pour améliorer l'efficacité logistique entre les ports, les usines et innover dans des produits de farine enrichis, des nouilles, des pâtes alimentaires locales, etc. Donc, les boulangers et les industriels togolais pourraient comme ça bénéficier d'un prix beaucoup plus stable ou plus compétitif ainsi qu'une offre locale élargie. La concurrence locale pourrait également se renforcer si d'autres acteurs nationaux réagissent, ce qui enfin bénéficie aux consommateurs. En outre, voir un champion ouest-africain investir au Togo envoie un signal positif aux entrepreneurs du continent. Cela prouve que l'intégration régionale n'est pas qu'un concept, mais une réalité qui peut dynamiser les économies nationales. Alors, pour bien comprendre ça, intéressons-nous un peu au contexte historique. Des multinationales aux champions africains, la reprise en main du système économique pour bien saisir la portée de cette acquisition. Il faut la replacer dans un contexte plus large de la présence historique des multinationales en Afrique et l'émergence des champions africains. Reprenant le flambeau depuis l'ère coloniale et les premières décennies post-indépendance, de nombreux pans de l'économie africaine, mines, exploitation, industrie agroalimentaire étaient dominés par les firmes étrangères. Dans le secteur de la minoterie, de par là les farines, des groupes comme le Grand Moulin de Paris, plus tard des conglomérats comme Somdia qui est lié au français Castel, ont implanté des moulins à travers le continent, de Dakar à Antananarivo. Ces sociétés importaient des capitaux et du savoir-faire, mais rapatriaient aussi les profits et dictaient souvent les orientations stratégiques sans forcément impliquer les dirigeants locaux. Toutefois, un tournant s'opère depuis quelques années maintenant. De plus en plus d'entrepreneurs africains et de premier plan se portent acquéreurs de filiales de ces multinationales, cèdent ou rachètent des entreprises autrefois contrôlées par des intérêts étrangers. Cette tendance marque une reprise en main du destin économique par des capitaux et des talents africains avec des réussites inspirantes. Voici quelques exemples marquants des acquisitions des entreprises par des entrepreneurs africains. Jean-Marie Accra, l'Ivoirien. En outre, le cas présent du moulin, le Togo. Accra avait déjà racheté en 2007 la société LMCI qui a lui-même recréé pour prendre la place des grands moulins en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec le rachat de SGMT de Lomé, il consolide son positionnement régional face aux groupes étrangers. Et également l'entrepreneur camerounais Célestin Tawamba qui en 2003, via son Cadiz Group, a repris auprès de Castel de grandes minoteries industrielles, l'une au Cameroun et l'autre en République du Congo. L'homme d'affaires, M. Tawamba, qui est par ailleurs le président du patronat camerounais, s'affirme ainsi comme un acteur majeur du secteur agroalimentaire en Afrique centrale, là où auparavant c'était la société française qui détenait des actifs. Il y a également par ailleurs Aliko Dangote qui est sans aucun doute l'homme noir le plus riche de la planète. Le magnat nigérien du ciment s'est aussi illustré dans l'agroalimentaire en 2015 où il rachetait à une somme symbolique de $1 US la société Dangote Flour Mills qu'il avait fondée puis vendue quelques années plus tôt au géant
géant sud-africain Tiger Brands. Et Tiger Brands, après des pertes importantes, a préféré se retirer du Nigeria et Dangote a saisi l'occasion pour reprendre le contrôle de cette entreprise de farine, montrant qu'un groupe africain peut revenir en force sur son marché national. Et également le groupe Sifka Côte d'Ivoire dans le domaine des huiles et du sucre. Le groupe agro-industriel ivoirien Sifka a en 2008 noué un partenariat audacieux avec des partenaires singapouriens pour acquérir des plantations et des usines d'huile de palme que le géant Unilever possédait en Côte d'Ivoire. Cette opération a transféré à une entreprise africaine, Sifka, le cœur de la filière autrefois aux mains des multinationales européens, tout en attirant les investisseurs asiatiques. Un exemple de reprise locale couplée d'alliances internationales. Alors, ceux-ci sont des exemples parmi tant d'autres qui illustrent un mouvement de revanche économique en Afrique après des décennies de domination étrangère. Les capitaines de l'industrie africains prennent le relais et bâtissent des groupes capables de rivaliser avec les multinationales. Il y a bien sûr une part de symbole fort, voir un Ivoirien prendre un actif cédé par un Français, Castel, ou un Camerounais ravir une affaire convoitée par un Américain, mais c'est avant tout le signe d'une maturation dans le secteur privé en Afrique. Des réseaux de financement locaux se mettent petit à petit en place. Les États encouragent les entrepreneurs nationaux et les compétences managériales sont au rendez-vous. Jean-Marie Accart lui-même est un ancien président du patronat ivoirien, témoignant de l'implication de ces entrepreneurs dans le développement global de l'économie de leur pays. On assiste donc ainsi aujourd'hui à l'essor d'un véritable tissu de champions africains fiers de démontrer que l'on peut nourrir les ambitions en Afrique par des entreprises compétitives et créer sur le continent également des choses qui sont impactantes pour l'économie locale. Alors tout ceci est bien beau, mais quels sont les réels chiffres et les tendances à l'avenir? Alors la reprise de la SGMT par le groupe Avo s'inscrit dans un contexte de forte croissance du marché de mitonnerie en Afrique. Longtemps on a considéré cela comme un secteur traditionnel. Le moulin de farine est en réalité devenu aujourd'hui un enjeu stratégique face à l'urbanisation galopante sur le continent. Les habitudes alimentaires ont également évolué. La consommation de pain, de pâtes et de pâtisseries à base de blé s'est largement démocratisée dans les villes africaines et même dans de nombreuses zones rurales. Le résultat, la demande explose. L'Afrique subsaharienne consomme en moyenne, aujourd'hui on parle de 30 millions de tonnes de blé par an, ce qui est énorme. Sur l'ensemble du continent africain, les importations de blé sont passées, on parle de 69 millions de tonnes en 2013 à 80 millions de tonnes aujourd'hui. Ces dernières années donc ont été marquées par cette forte progression tout simplement vertigineuse qui fait aujourd'hui en sorte que l'Afrique consomme 10% du blé produit dans le monde. Alors face à ces besoins en plein boom, les capacités locales de mouture sont également développées. La minoterie est en plein boom. Il y a une croissance organique des marchés en Afrique et ils sont considérés comme porteurs, constate un expert du secteur d'après le magazine Jeune Afrique. Alors partout, de nouveaux moulins sortent de terre ou s'agrandissent, portés par des investisseurs locaux et étrangers. Au Sénégal par exemple, le marché de la farine s'est étoffé avec l'entrée de nouveaux acteurs pour concurrencer les grands comme Moulin de Dakar, qui est tout simplement un leader historique dans le secteur. En Éthiopie, de grands moulins complexes meuniers émergent pour accompagner un des plus forts taux de consommation de blé en Afrique de l'Est. Au Nigeria également, des groupes locaux comme Flour Mills of Nigeria, Dangote Flour Mills ou BUA affrontent des géants internationaux comme Olam, illustrant la vitalité concurrentielle du secteur. Cette effervescence est alimentée par une croissance économique soutenue par la hausse du pouvoir d'achat dans certaines classes de la population urbaine. Le marché africain de la farine de blé affiche ainsi dans une croissance annuelle composée estimée aux alentours de 4,7% sur les prochaines années, un taux qui est tout simplement supérieur à la moyenne mondiale. Alors, dans un paysage en pleine mutation, les ambitions de l'entrepreneur ivoirien Jean-Marie Accart prennent tout leur sens. Pour le Togo,
et le groupe Avos, c'est l'occasion comme ça de surfer sur la vague de cette croissance. L'entrepreneur ivoirien Monsieur Aka ne rachète pas un moulin moribond, il investit dans un secteur d'avenir où la demande locale dépasse parfois l'offre. Armé de son expérience depuis la Côte d'Ivoire et de sa vision panafricaine, il pourra comme ça augmenter la capacité de production de la SGMT, introduire de nouveaux produits, la farine boulangère, la farine pâtissière, semoule, les pâtes, etc. Et pourquoi pas envisager d'exporter une partie de la production vers les pays voisins de la sous-région. Pour le consommateur togolais, c'est tout simplement très intéressant parce que cela pourrait également voir comme ça tout simplement la baisse du prix du pain dans le pays, ou tout simplement prix beaucoup plus stable et une meilleure disponibilité des produits à base de farine locale. C'est donc en toute logique que l'enthousiasme renaît donc chez les employés qui savent que leur sort ne se décidera pas désormais en dehors du continent, mais sur le continent. Alors pour moi, il est question donc au travers de ce genre de vidéo de mettre en lumière des entrepreneurs africains comme Monsieur Aka qui incarnent à la fois une réussite inspirante et une tendance de fond aujourd'hui en Afrique qui est celle de l'émergence. Alors laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez qu'on débatte un peu du sujet. Est-ce que il faut, parce que selon moi, il faut davantage soutenir et divulguer ce genre d'initiative. Donc n'hésitez pas à partager massivement la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like. Ça me ferait également très plaisir. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.